Bonjour à tous. Un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire d'Applicable et une grande joie personnelle et professionnelle d'accueillir Melowski pour nous parler de design Bonjour. sous l'angle du contentieux. Je me présente rapidement, je suis Ganelle Soussens, fondatrice avocate et fondatrice d'Applicable Avocat, une solution qui a pour viser, pour objectif de faire gagner aux avocats du temps, de la sérénité et d'améliorer leurs relations clients. Et je trouve qu'il y a un vrai lien, une vraie convergence avec ce que tu fais en legal design. Mais donc, je te laisse le plus de temps de parole possible. C'est à toi. Merci Ganel. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous le voyez? Ganel, est-ce Oui, que tu peux me ouais, confirmer? Oui, c'est c'est bon bon. pour moi. Ok, bon, parfait. Donc, je me présente. Bonjour à tous. Je suis ravie que vous soyez là et si nombreux aussi. Ça me fait très plaisir. Donc, moi, je suis Melowski, je suis illustratrice et legal designer. J'aide en fait les professionnels du droit à mieux communiquer avec leurs interlocuteurs non juristes. Je réalise des infographies et des legal design illustrés. Donc justement, le fait que je sois illustratrice, ça me permet de proposer des illustrations qui sont personnalisées. Et j'ai un profil qui est assez atypique puisque je viens pas du droit à la base. Je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé en France et à l'étranger et il me manquait en fait ce côté créatif, ma passion depuis toujours. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas concilier les deux. Et j'ai relié en fait mes compétences d'ingénieur et mes compétences d'illustratrice pour proposer de la vulgarisation graphique. Donc j'ai travaillé dans le milieu scientifique au début et on m'a dit qu'il y avait des besoins dans le droit. C'est là que j'ai découvert le legal design et j'ai adoré. Je trouvais ça super. Je me suis dit, bah, voilà, j'ai trouvé ma place. Donc je me suis spécialisée dedans. Donc, mon profil, ça me permet d'avoir 3 casquettes différentes. La première, c'est celle d'ingénieur, donc de pouvoir travailler sur la rigueur du contenu, avoir des documents structurés. La deuxième, c'est illustratrice graphiste, donc de pouvoir proposer des illustrations et un contenu visuel qui est assez qualitatif. Et la troisième, c'est celle de non-juriste. Donc justement, comme je viens pas du droit, j'ai une relecture des documents qui fait que je me mets à la place d'un client ou d'une personne qui n'a pas les compétences techniques de droit pour comprendre un document et de vraiment justement mettre en lumière les points qui sont encore un peu sombres, un peu compliqués et de mettre ça en avant pour essayer d'éclaircir tout ça. Donc, je travaille sur différents documents, des CGV, des contrats, des conventions d'honoraires, des brochures explicatives, des articles pour des sites internet, pour des magazines, des infographies pour les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications différentes pour legal design. Donc là, je parle des legal design, je parle pas mal du legal design, mais je voulais connaître votre niveau en legal design. Donc, si vous avez l'occasion d'ouvrir la partie conversation en haut et de commencer à taper dans la conversation votre niveau sur une échelle de 0 à 5 pour qu'on puisse voir un peu le niveau de chacun, sachant que 0, ce serait le niveau petit poussin et 5, ce serait le niveau aigle royal. Voilà, vous êtes vraiment très compétent en legal design. Je suis curieuse de connaître justement votre niveau dessus par rapport à ça. Ah, un beau panel. Alors, ok. Ok, on a pas mal de. Ok, débutant, moyen, ok. Ok, bon, super. Ok, C'est toi et l'aigle royal. merci. Ok, donc bon, ça, ok, c'est pour voir votre niveau. Et maintenant, donc restez toujours sur la partie de discussion. J'ai une autre question pour vous, et je voulais savoir, pour vous, legal design, si vous le devez définir en un seul mot, ce serait lequel? Quel mot pour définir legal design, selon vous? Ce qui vous vient en tête ou peut-être quelque chose de plus important, une notion qui est importante ou je sais pas, qu'est-ce que ça vous, voilà, que ça dégage pour vous, legal design, ça vous fait ça vous fait penser à quoi? Je sais pas si tu vois déjà des mots. Moi, ça met un Oui, peu oui, de tu as temps des à réponses. charger. Tu Ok. as des réponses. Ah, pardon. Voilà.
Accessibilité, OK, pédagogie, OK, OK, clarté, clarification, simplification, convivialité, accessibilité. OK, 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 donc il y a pas mal de notions d'humain derrière. OK, donc avant de définir le legal design, puisqu'il y en a qui ont mis 0, donc ils ne connaissent pas du tout, avant de Mmh. définir ce qu'est le legal design, je vais d'abord préciser ce que ça n'est pas. Donc legal design, ça n'est pas embellir le texte avec des images. Souvent, dans l'inconscient, enfin dans ce qu'on peut voir, on se dit: «Oui, je vais faire du legal design, je vais rajouter des petits pictos par-ci, des petites illustrations par-ci par-là et ça va faire un document legal designé». Non, 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 c'est pas ça. On travaille vraiment sur toute la structure, sur l'ensemble du document. On réfléchit, aux besoins des utilisateurs, à comment on va leur apporter une solution qui va fonctionner et donc c'est pas juste des images, il y a même le langage aussi, on voit si on utilise du langage clair, enfin, voilà, on travaille sur toute la structure. Ça n'est pas non plus passer d'un texte long à un texte court. Donc souvent on se dit, ben, on simplifie, on raccourcit, on fait quelque chose de plus court. Mais non, je parle pas qu'en termes de texte, je parle surtout en termes de document. On va avoir tendance à aérer le document, à mettre plus d'espace, à rajouter du coup des éléments visuels, des schémas, des graphiques, à donner plus de fluidité dans le document. Donc on va rallonger un peu le document quand on se concentre dessus, on travaille sur cette mise en page. Donc au final, on a un document qui est plus long, mais qui est pas forcément plus compliqué à lire, puisque il est plus fluide, il est plus pratique. Pour le parcourir, c'est plus agréable, c'est plus simple et on retrouve plus facilement une information. Donc au final, il faut pas avoir peur non plus de faire plus long derrière. Parce que ça n'est pas non plus réservé exclusivement aux réseaux sociaux. J'ai déjà entendu cette phrase où on dit, «Legal design, c'est génial, j'en ai vu, il y en a plein qui font ça, sur LinkedIn». Non, c'est pas ça, c'est pas oui, certes, il y a des infographies qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, mais c'est pas que ça. Comme j'expliquais au début, donc, il y a pour des CGV, il y a pour des contrats, il y a pour plein d'applications, en fait, le legal design, c'est surtout mieux communiquer des informations juridiques. Donc c'est pas que sur les réseaux sociaux. Et c'est pas non plus réservé que aux documents écrits. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé sur, une infographie pour le podcast de Maître de Lucas sur l'emprise. Donc je me suis basée sur un audio et à partir de cet audio, j'ai créé un document écrit légal designé. On peut faire aussi l'inverse. On peut très bien partir d'un document qu'on a envie de légal designer et de proposer, derrière une vidéo, une application qui va aider dans le processus. Donc, ce n'est pas réservé qu'aux documents écrits. Il faut vraiment voilà, sortir de ce côté, de cette visualisation où legal design, c'est rajouter des images à un document écrit pour les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Non, non, c'est vraiment ouvert. Ça peut prendre plein d'éléments en compte, la vidéo, des applications, des podcasts aussi, le fait de parler, et de simplifier un peu, d'utiliser un langage plus simple. Ça peut aider également. Donc maintenant, legal design, on a vu ce que ça n'était pas. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre design thinking, expertise juridique et communication. Donc, design thinking, c'est une approche, une méthode où on se concentre sur l'utilisateur final. On, on l'étudie, en fait, on voit quels sont ses besoins pour lui proposer et lui apporter une solution qui est typique pour lui, qui est vraiment optimisée pour lui. Donc, on va faire un prototype de solution, on va lui faire tester. Et à partir de là, on va repartir du début, on va réobserver son comportement, voir si la solution lui convient. On va remodifier, refaire évoluer notre proposition, notre solution. On va le refaire tester, etc. Et en fait, c'est une méthode qui est dynamique. C'est pas juste on a fait le document, on l'envoie et c'est fini. C'est vraiment, voilà, il faut le travailler, le faire évoluer en fonction des besoins, en fonction de l'évolution aussi de son public. Donc il y a cette partie-là, il y a la partie expertise juridique, donc ça, c'est votre domaine, donc toutes vos connaissances, en droit, votre expérience et il y a la partie communication, donc comment vous allez transmettre les informations, transmettre le message, que ce soit à l'écrit, à l'oral, donc tout ça, ça fait partie de la communication et ces 3 éléments-là, quand on les réunit, on arrive à faire du legal design, quelque chose d'efficace, de performant derrière. Maintenant qu'on a vu ce que c'était le legal design,
Pourquoi pratiquer le legal design dans le contentieux? La première chose, c'est que ça facilite la prise d'information. Vous avez un document qui est legal designé, qui est plus pratique à lire, donc on retrouve facilement l'information, on la comprend mieux, donc ça facilite vraiment cette prise d'information. Qui dit faciliter la prise d'information, dit du coup qu'on fait gagner du temps aux magistrats derrière. Parce que eux, ils arrivent plus facilement à trouver cette information, ils n'ont pas à regarder tout le texte, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ça dit aussi que vous rendez vos documents attrayants. Donc que ce soit là pour les magistrats qui vont avoir quelque chose d'original qui va sortir du lot, pour les clients, vos clients qui vont donner envie, en fait, qui vont avoir un document qui vont donner envie de le lire. Et pour vous, vous allez travailler sur un document qui n'est pas juste du texte sur Word classique, mais avec quelque chose d'un peu plus coloré, un peu plus original. Tout ça, ça va être vraiment chouette d'avoir un document qui est sympa sur lequel lire ou travailler. Et donc, ça va aussi permettre de vous distinguer et de marquer les esprits derrière. Puisque pour les magistrats, ils vont pas avoir ce genre de documents faits par tous les avocats qui proposent leurs conclusions. Et pour les clients, c'est pareil. Dans tous les cabinets, on n'a pas non plus ce genre d'accompagnement où ils peuvent pas trouver des legal design partout. Même s'il y a de plus en plus de cabinets qui proposent du legal design, ça reste encore pas forcément beaucoup développé. Donc pour eux, c'est vraiment un point positif. Donc au final, si on fait le bilan de ça, les magistrats, ils ont un document qui est pratique à lire, qui leur fait gagner du temps, qui est agréable à lire aussi puisqu'il est joli. Donc pour eux, c'est que du positif. Pareil, vos clients, ils ont un document où ils comprennent de quoi on parle, ils peuvent se plonger dans le dossier plus facilement, s'y intéresser, et ils voient que vous avez vraiment un accompagnement, vous leur proposez une relation client qui est qualitative. C'est pareil, c'est que du positif pour eux. Et pour vous, ça vous permet de travailler dans un cadre qui est plus agréable. Vous avez un document qui est plus agréable sur lequel vous travaillez. Quand vous revenez dessus pour retrouver les informations, c'est aussi plus pratique. Donc c'est pareil, c'est que du positif. Donc au final, bilan, il est positif derrière. Je sais pas toi, Ganel, si tu vois d'autres éléments à rajouter par rapport à ça. Oui, c'est exactement ça, je trouve. C'est vrai que parfois on fait des très belles conclusions avec des dizaines de pages, des argumentaires très complexes, etc. Et quand on les relit 6 mois après, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et du coup, il est très difficile de réintervenir, je trouve, hein, sur un document euh, quand on l'a construit de manière complexe au début. Et difficile et donc fastidieux et un peu décourageant. Et l'autre aspect que je vois, c'est que effectivement, un client, je pense qu'ils ne lisent pas de A à Z les projets de conclusion qu'on leur envoie, ou quand ils les lisent, ils ne comprennent pas nécessairement quel est l'enjeu des conclusions. Et du coup, ils perdent un peu, je pense, la compréhension de notre plus-value, ce qui est dommage parce que c'est vraiment l'exercice sur lequel on met beaucoup d'énergie, de savoir-faire quand on est en contentieux. Donc oui, ça le valorise pour les clients. Après, sur les magistrats, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir le retour d'un magistrat. Alors, je pense que spontanément, comme avocat, j'ai un petit frein, c'est trop original, comment le magistrat va le recevoir. Mais on voit qu'ils sont tellement débordés que leur faciliter la tâche, je pense qu'ils ne pourront que l'apprécier. Mm, mm. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Donc, ok, donc on a vu la définition du legal design, on a vu pourquoi le pratiquer. Donc maintenant, comment on fait? C'est la prochaine étape. Donc pour ça, on reprend le schéma que vous voyez tout à l'heure avec les cercles, le design thinking. Donc c'est se concentrer sur l'utilisateur. Donc on va se centrer sur lui, l'observer, et pour ça, on va identifier les besoins, les moyens et les contraintes. Donc de votre public, de l'utilisateur final, mais aussi de vous. Donc votre public, là, en l'occurrence, sont les magistrats, mais aussi vos clients. Donc vous allez les observer, vous allez écouter ce qu'ils vous disent, vos clients, les parties qui ne comprennent pas. Donc quand ils vous posent des questions, quand ils vous disent ça, c'est pas clair, ou alors les magistrats quand ils vous expliquent à chaque fois, j'ai pas le temps, ça, il faut que ça aille plus vite. Ou voilà, vous allez les écouter, vous allez les observer. Vous allez également étudier la façon dont ils assimilent le contenu. Est-ce qu'ils lisent en diagonale? Est-ce qu'ils préfèrent support papier, support numérique? Est-ce que, voilà, vraiment vous observez tout ça pour pouvoir leur proposer une solution qui est adaptée
à leurs problématiques et pas juste leur proposer une solution qui vous semble utile en général. Donc ça, c'est pour votre public. Et pour vous, vous allez surtout voir, prendre en compte quelles sont vos contraintes, vos moyens. Par exemple, vous avez peut-être des délais à respecter, vous devez rendre tel document pour telle date. Vous avez peut-être des contraintes financières. Vous avez peut-être aussi des contraintes en termes humains pour déléguer. Est-ce que vous faites appel à quelqu'un? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous vous formez en collaborateur? Euh, Est-ce que vous avez le temps aussi de consacrer à ça? Si vous faites vous-même vos legal design, est-ce que vous avez un moment pour pouvoir les faire? Et aussi, est-ce que vous avez des logiciels pour pouvoir les faire? Sur quoi vous allez les faire? Donc tout ça, ça à prendre en compte dans votre projet pour pouvoir faire quelque chose de réalisable, pas, se dire: «Je vais faire un super legal design, hyper travaillé où je vais le faire moi-même», alors que vous êtes débordé déjà ou alors, vous savez que vous avez du temps et vous n'avez pas forcément le logiciel. Enfin voilà, vous allez vraiment prendre en compte tous ces aspects-là pour pouvoir proposer la meilleure solution derrière. Donc là, on va prendre un exemple pour illustrer tout ça. C'est des conclusions que tu m'as transmises, Ganel. Donc, ces conclusions, elles parlent d'acheteurs qui constatent un défaut de luminosité dans leur appartement. Et après une expertise et des relances ignorées, ils engagent une action en justice contre la société de construction. Donc, Voilà, le point de départ ultra fun. après, c'est un exemple comme un autre. C'est notre vie. Euh, donc, à partir de cet exemple, on va legal designer. Cet exemple, juste une précision, donc ce sont des conclusions qui sont anonymisées, changer date, lieu et nom. Donc, si on étudie là les besoins, les moyens, les contraintes, donc j'ai échangé avec Ganaël et de ce que tu m'as dit, pour reprendre les points importants, tu me disais que tu voulais quelque chose de rigolo et sympa à faire, que ça te change de tes conclusions classiques, un peu rébarbatives, où c'est toujours du texte. Donc quelque chose un peu plus cool. Retrouver facilement les points importants aussi, lorsque l'on revient sur le dossier longtemps après, ou alors pour reprendre ce document comme modèle pour un autre dossier. Tu me disais aussi que tu voulais ça pour les magistrats, pour qu'ils comprennent plus facilement de quoi on parle, parce que tu sais qu'ils commencent par ces motifs, et puis ensuite ils vont lire en diagonale le reste pour voir si la demande est justifiée. Exact. Et tu me disais aussi que pour les clients, c'était bien qu'ils puissent retrouver les informations qu'ils t'ont données, qu'ils se sentent bien impliqués, et qu'ils puissent comprendre les arguments et comment tout ça est articulé. Est-ce que tu avais peut-être d'autres choses à rajouter par rapport à ça Oui, oui, je revois le premier point, effectivement, c'est un peu marre de voir du texte au kilomètre et d'aligner des paragraphes qui se ressemblent tous, qui ont tous la même importance visuelle alors qu'ils n'ont pas tous la même importance pour le dossier. Mmh. Ouais. Donc, on a étudié donc ces besoins-là. Et on a aussi une autre contrainte, c'est de respecter ta charte graphique. Donc, j'ai repris aussi, là, c'est un exemple de ton site internet, ta charte graphique avec surtout ton code couleur qui est dans des tons orange. Donc, tout ça, on va l'utiliser aussi après pour faire le legal design. Donc là, à partir de là, on a trois niveaux d'intervention possibles. On peut soit commencer par la base, juste travailler la mise en page, quelque chose d'assez sobre. Comme tu le disais tout à l'heure, Ganel, c'est un peu compliqué parfois de passer le cap de faire du legal design dans le contentieux parce qu'on a des a priori sur comment les magistrats vont être, est-ce qu'ils vont être réceptifs, comment ils vont prendre ça, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on peut juste commencer. La première étape, c'est de travailler quelques parties de mise en page pour mettre en avant les informations importantes. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est de là, aller vraiment plus loin, de retravailler toute la restructuration, de faire vraiment une mise en page plus poussée. On va peut-être pas mettre aux mêmes endroits les informations, on va peut-être rechanger la structure du document. Donc là, c'est vraiment le niveau où on a retravaillé tout le legal design. Et pour ces deux-là, donc ce qu'on fait, c'est qu'on part de la conclusion initiale et on va venir la transformer et faire une conclusion finale qui est différente avec peut-être des couleurs, une mise en page différente. Et un autre niveau aussi d'intervention qui est possible, c'est la page de résumé, où là, c'est différent. On va avoir les conclusions de base, mais on n'y touche pas à ces conclusions. On va juste venir rajouter une page en plus, un résumé de conclusion, une fiche annexe, qui est soit à destination des magistrats, soit à destination de vos clients, en fonction de vos besoins.
Donc vous allez faire un document pour expliquer un peu, les conclusions de manière non officielle peut-être à votre client pour qu'il comprenne plus facilement ou alors pour le magistrat pour qu'il puisse, mieux se repérer, avoir les informations importantes derrière. Donc voilà, vous avez la possibilité aussi de faire une page en plus qui a rien à voir avec les conclusions initiales. Donc c'est ces différents niveaux que vous allez travailler. Après aussi, rien ne vous empêche de mixer tout ça, de retravailler complètement les conclusions et en plus d'ajouter une page de résumé, hein. C'est simplement pour vous dire, si vous avez des a priori, vous pouvez commencer petit à petit en fonction de ce que vous souhaitez faire. Juste Donc oui? pardon, juste il y a un retour de notre consoeur Alice Canet qui nous dit qu'à Strasbourg, il y a eu des échanges entre le barreau et les magistrats et que les magistrats se sont montrés très favorables à l'utilisation du legal design dans le contentieux. Oui. Et n'hésitez Oui, pas, Alice, si vous voulez nous dire un mot, hein, sur ces échanges. oui, oui, avec grand plaisir. Et oui, c'est vrai que c'est ça, enfin, c'est de toute façon, quand on voit qu'on a des pavés de texte qui arrivent et que c'est toujours la même chose, enfin, il faut trouver les informations comme ça en lisant en diagonale et qu'on a un document à côté qui est plus sympathique avec un peu de couleur, qui met tout de suite les informations en avant, c'est sûr que c'est plus positif. Après, c'est voilà, faut vraiment voilà, vous pouvez tester petit à petit et en fonction des retours que vous avez, aller plus loin, pousser encore plus loin vos documents. Donc maintenant, OK, on a vu ça, donc comment mettre en avant les informations importantes? Donc là, je vais vous donner quelques astuces pour mettre en avant les informations importantes. Donc vous pouvez déjà jouer avec la graisse. Quelque chose de basique et qui est vraiment important. Je vous montre 4 textes. On voit sur les 4 que c'est vraiment la graisse, la partie en gras qui ressort le plus. L'italique, ça ressort aussi, mais c'est plus subtil. Donc après, ça dépend à quel niveau vous voulez faire ressortir l'information. Et le souligner, c'est moi je le conseille pas parce que ça rajoute une ligne en fait et ça vient un peu, ça vient un peu, comment dire? Rajouter un élément parasite dans la lisibilité pardon, c'est un peu moins sympa. Donc privilégier la graisse vraiment pour les éléments à faire ressortir. On peut jouer aussi avec la couleur. Donc un texte ici, pour mettre en avant les éléments, on peut les mettre en couleur, en mettant le texte en couleur ou alors en mettant de la couleur sous le texte. Un effet un peu surligné. Ça marche encore plus pour mettre les éléments en avant. Mais il faut faire attention si vous faites ça à là, j'ai changé par exemple la couleur du texte, j'ai mis du blanc parce que sinon le contraste, il est pas bon. Si j'avais laissé en gris, on aurait eu ça et là, c'est pas vraiment lisible. Donc faites attention aux différents contrastes que vous avez si vous jouez avec la couleur. Moi, un conseil que je donne, c'est vous pouvez mettre votre document en noir et blanc pour voir si la lisibilité pardon, est correcte. Et aussi, si vous avez un document à la fin qui est au format papier, n'hésitez pas à l'imprimer parce que des fois, les couleurs rendent pas pareil sur l'écran et à l'impression. Donc voilà, n'hésitez pas à tester, à voir à la fin le rendu final si tout est parfaitement lisible. Vous pouvez également jouer avec la taille. Là, j'ai un petit exercice pour vous, enfin un petit exemple. Laisse un peu de temps pour que tout le monde ait le temps de lire, mais bon, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Donc vous avez commencé par, la partie qui était en plus grand, donc les grands titres. Ensuite, vous avez lu les titres qui étaient un peu moins grands et puis vous avez fini par les paragraphes. Vous avez peut-être même pas lu la dernière, partie au final. Et ben, les magistrats et les clients, ils fonctionnent pareil. Quand, ils parcourent, votre document, ils lisent principalement, les titres, les grandes parties, les éléments de texte qui sont écrits en gros. Donc, si vous avez des éléments importants à mettre en avant, mettez-le dans ces parties-là, dans les titres. Car ensuite, s'ils ont besoin de développer ou d'avoir plus d'informations sur ces parties-là, ils iront lire à ce moment-là le paragraphe. Mais c'est important d'avoir les informations qui soient mises tout de suite en grand. Vous pouvez également jouer avec la hiérarchie. Donc là, je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous commandez un colis, vous recevez le paquet chez vous, il y a un souci, vous voulez faire une réclamation. Vous allez sur le site internet pour faire une réclamation, et là, la politique est un peu particulière. On vous dit, pour traiter une demande de réclamation, il est indispensable d'envoyer par mail le document N203 qui liste les problèmes rencontrés lors de votre livraison. Vous devez cocher en bas à gauche la case Accepter. Le document N203 se trouve sur notre site internet dans la rubrique Télécharger un document.
Le document devra être envoyé uniquement sur notre adresse mail, blabla. Votre demande ne pourra pas être traitée si vous l'envoyez à notre adresse mail. Bon, beaucoup d'informations, c'est un peu en vrac, on ne comprend pas trop. Là, vous lisez une première fois, je ne suis pas sûre que vous puissiez tout de suite faire la réclamation, il faut relire une deuxième fois pour vraiment pouvoir prendre toutes les infos. Et bien là, une manière simple de mettre facilement en avant les informations, c'est de jouer avec la hiérarchie. Un titre, 3 étapes. Là, on voit tout de suite, OK, on a affaire à quoi sur ce paragraphe? Faire une réclamation. On sait pourquoi on lit ce texte. Ensuite, on voit, il y a 3 étapes. Télécharger le document, cocher la case, envoyer le document. Donc là, c'est clair. Et après, pour chaque étape, on voit si on lit ou pas le paragraphe en fonction de l'étape à laquelle on est. Si, par exemple, vous avez déjà commencé votre réclamation, vous en êtes à l'étape 3, bah, plutôt que de relire sur le texte à gauche tout le texte pour trouver l'information à quelle adresse mail vous devez l'envoyer, bah, vous allez sur le texte de droite, voir directement, OK, étape 1, j'ai fait, étape 2, j'ai fait. Ah, étape 3, OK, l'adresse mail est ici. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ça, dans vos documents, vous pouvez, travailler de la même façon et faire ce système d'étapes. Tu sais, à gauche, on a quand même l'impression que la personne qui a écrit ça ne veut pas recevoir de réclamation, hein. C'est ça, elle fait tout pour après ça peut être une stratégie, à vous de voir aussi, vous laisser les textes, comme ça bien condensés si vous souhaitez pas trop qu'on lise, ces Sur les parties-là. points faibles du dossier. C'est ça, voilà. Donc pour cette partie, ensuite pour vraiment bien mettre en avant les éléments, vous pouvez jouer avec les espaces négatifs. Donc le but, c'est de rapprocher les éléments d'une même partie ensemble et de les espacer pour ceux qui ne sont pas de la même partie. Donc là, ça fait ça, on a vraiment séparé les étapes, ensemble, le titre, le paragraphe. Donc dans votre texte, souvent quand vous avez un long texte, avec, différents arguments, bah, regrouper les arguments ensemble, essayer de bien les délimiter pour qu'on puisse voir, OK, argument 1, argument 2, enfin voilà, d'avoir des différentes, parties. Maintenant, je vais vous montrer aussi, une façon d'utiliser les symboles et les couleurs. Donc là, je vous invite à réfléchir de votre côté, mais je vais pas vous faire participer parce que ça va être compliqué, mais je vais faire participer par contre Ganaëlle, qui va être mon cobaye pour cette partie. C'est Donc je vais, présenter 4 thématiques et pour les 4 thématiques, tu vas me dire à chaque fois quels symboles et quelles couleurs te viennent pour cette partie-là. Si je te parle par exemple de danger, quels symboles qui viennent, en un tête pour toi? triangle, Un triangle? OK. Et est-ce que tu as d'autres symboles qui viennent, un point comme ça? d'exclamation. Point d'exclamation? OK, donc le triangle avec le point d'exclamation, OK, classique. OK, bah, il y a ça, il y a ça, le point d'exclamation, donc ce côté-là. Après il y a pas mal de symboliques qui reviennent aussi du code de la route, puisque l'on voit, c'est le fameux triangle, le sens interdit, tout ça. En termes de couleur? Rouge, Rouge. Voilà, il y avait un indice quand même dans le symbole, mais ça, le rouge. Donc le rouge qui est associé au danger, bah, il y a la couleur du sang, la couleur, enfin voilà, souvent quand on veut mettre les informations, dire attention, il y a un point de vigilance, on met ça en rouge. OK, maintenant pour la partie information. un symbole, pardon, le I. Le I, ouais, il y a ce petit symbole-là, il y a la loupe aussi, pourquoi pas aller chercher les Ah oui, informations avec le point d'interrogation quand on se pose des questions. OK, une couleur? vert. Vert. Ah, tu partirais sur le vert pour l'information? Je vois, il y en a qui disent non dans le moi, je propose plus le bleu en général parce OK. qu'une information, c'est factuel, c'est neutre. Hem, du coup, on met quelque chose de enfin, la couleur bleue, c'est quelque chose aussi d'assez calme, d'assez neutre, simple, donc c'est ce qui fonctionne le mieux. Après pareil, là, je vous parle de couleurs, hem, c'est pour que vous puissiez les utiliser dans vos documents, mais rien ne vous empêche, vous, d'associer une couleur au début. Si par exemple, pour toi, les informations, tu veux que ce soit en vert, et bah, tu mets ça en vert dans ton document et après toutes les informations, toutes les petits encadrés, les petits trucs que tu veux qui soient informatifs, tu les mets en vert. Donc vous définissez votre code couleur de base. Mais là, je vais t'expliquer, tu vas voir après pourquoi. C'est pas forcément stratégique d'utiliser le vert pour, la partie information. Donc maintenant, si je te parle de conseil, qu'est-ce que tu dirais comme symbole?
conseils? Est-ce que tu as une idée ou... Je prends les collaborations des participants, là. Je sèche Ah, un peu. sèche un peu. Après, c'est vrai qu'elle est Un pouce un peu plus levé? compliquée. Ouais. Ah. C'est plus la notion, je dirais, Ah oui. d'idée. Avec voilà, le symbole de l'ampoule, l'engrenage, le fait voilà, qu'on réfléchisse. En fait, dans l'idée de conseil, on veut donner des petits tips, des petites idées. Et la couleur, est-ce que tu as une idée là de couleur? Jaune. Jaune, c'est ça, ouais. Ah! Bah, c'est en lien aussi avec les ampoules, le côté, voilà, on va donner on a une idée, ça s'éclaire, hop, la petite, lumière qui s'éclaire, en tête. Donc c'est ça, c'est aussi ce lien-là relié. Puis pareil, quelque chose de positif. En général, les tips, c'est pour améliorer, hein, donc c'est quelque chose d'assez, positif. La validation, cette fois, le dernier point, tu dirais quel symbole? Ah, le check. Ouais, le check. Tu m'as dit aussi le pouce en l'air tout à l'heure pour un des éléments, Oui. donc bah, il est pour la validation. Et la couleur, tu as une idée? Du vert. Ouais, voilà. Là, tu utilises le vert. C'est pour la validation, je pense que c'est le mieux d'utiliser le vert. Donc, bah, c'est ça, souvent, en fait, c'est des codes couleurs qui sont utilisés, donc, enfin, qu'on voit dans tout au long de notre vie, dans notre éducation, donc qui sont ancrés en nous. Par exemple, pour l'exemple du rouge et du vert, quand on était petit, quand on avait des documents à rendre, des évaluations, c'était corrigé souvent en rouge, donc les erreurs, les points de danger, c'était en rouge et on revenait passer avec la bonne réponse en vert, c'était le côté, voilà, ça c'est la bonne réponse, c'est la validation, donc voilà, il y a plein de mécanismes comme ça qui font aussi que les couleurs peuvent influencer notre perception, derrière. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer un exemple. Donc 2 encadrés différents et vous allez voir la différence de perception qu'on a. Donc pensez à vérifier chaque partie du formulaire pour éviter tout oubli. Dans les 2 cas, le texte est identique. Et dans le premier, avec ce symbole et cette couleur-là, on voit ça plus comme, bah, pensez à faire, ça, c'est un petit conseil, voilà, on pose ça là. Alors que dans le deuxième, pensez à vérifier chaque partie du formulaire pour éviter tout oubli avec la couleur rouge et le triangle. Là, on voit que c'est quelque chose d'important. Il faut pas passer outre ce point-là. C'est obligé, c'est obligatoire. C'est voilà, on a une pression, derrière. Donc on voit vraiment que le texte est identique. On a juste changé ces 2 éléments-là, couleur et symbole, et ça a changé la perception derrière du message. Donc c'est pour ça que c'est important de coupler, de prendre en considération, ben, les couleurs quand vous les utilisez et les symboles aussi. Donc de cette même manière, donc on crée des encadrés, donc on peut jouer avec d'autres types d'encadrés, là, l'information avec le petit i en bleu, aussi la validation, donc avec le carré vert, et la petite flèche. Donc voilà, vous pouvez créer des jeux après, des petits encadrés, différents. Pour revenir maintenant sur, notre exemple de conclusion, si on reprend, la première page et qu'on voit comment on peut mettre en avant les éléments, dedans. Donc là, j'ai pas joué sur ces différentes notions de couleurs. J'ai essayé de garder la, couleur orange du cabinet de Ganaël et de jouer justement sur les différents contrastes de luminosité de cette couleur-là pour mettre en avant les éléments. Donc ça donnerait quelque chose comme ça. Donc là, on a vraiment regroupé, on a joué avec le contraste. On a 2 encadrés différents, pour, contre. Le titre, on le voit bien. Les éléments dedans, on voit que les avocats, ils sont aussi pareil, remis en avant avec ces petits encadrés plus clairs. Donc on a pareil, on a juste joué avec les couleurs, joué avec l'emplacement, rapproché les éléments ensemble et on voit tout de suite les éléments qui sont mis en avant ou pas. Un autre exemple, si je reprends, donc là, on a mis les avocats en avant avec les petits encadrés, clairs, mais si je mets les petits encadrés clairs à un autre endroit, bah, là, je mets la lumière sur d'autres éléments. Donc là, c'est sur, les différentes parties, donc c'est à vous de voir à quel endroit vous souhaitez mettre l'information, en avant. Quelles informations vous souhaitez mettre en avant. On voit la différence entre les 2. Donc n'hésitez pas à pareil, à tester, à jouer avec les couleurs, à voir, ben, le rendu final, ce que vous préférez derrière et ce qui a le plus d'impact. Pareil, si on prend là le rapport d'expertise, donc à première vue, on a un document avec une grosse partie de texte et c'est compliqué de différencier la partie de citation de l'expert de la partie du corps du texte. Donc là, pareil, en jouant avec les couleurs et les encadrés, bah, on crée des encadrés pour l'expert, donc pour la partie d'expert. Donc à chaque citation, on a des encadrés, donc c'est plus facile de se retrouver à ah, alors l'expert il a dit un truc, à un moment, il faut que je retrouve ça. Bah, vous allez juste parcourir les encadrés orange.
Pareil, vous mettez en avant les points importants que l'expert dit. Donc là, avec une sorte de surligné orange plus foncé. Ça vous permet aussi de mettre les points en avant. Et pareil, pour retrouver la partie des rapports, donc vous voyez en bas, j'ai marqué CF rapport d'expertise, page 23. Cela, vous pouvez par exemple toujours avoir la même indication, c'est-à-dire là, j'ai choisi de le mettre à chaque fois à droite, en plus clair. Donc comme ça, quand vous avez besoin de retrouver l'information, c'est plus simple, on sait également où regarder. Donc ça, c'est un exemple pour mettre en avant les informations. Maintenant, si on se penche plus sur la partie de structure du document. Comment on peut rechanger la structure du document? On peut déjà utiliser un index en sommaire. C'est quelque chose de bête, mais c'est super utile parce que ça va permettre de reprendre les grands points de votre document. Donc à vous aussi de bien choisir les titres, les sous-titres, de mettre quelque chose d'explicite. Et ça va permettre aussi de retrouver la page qui correspond à chaque partie. Donc de mieux se repérer et de mieux se guider dans le document. On peut placer également l'information la plus importante au début. Souvent, pour revenir sur la partie un peu scolaire, on a appris à l'école à faire introduction, le corps du texte et la conclusion. Mais si on est pressé et qu'on doit lire vite, on va s'attacher qu'à la conclusion, en fait, on va lire que la conclusion. Donc, comme vous savez que les magistrats sont pressés et vos clients, des fois, ils n'ont pas forcément le temps de tout regarder, mettez déjà votre conclusion en avant, enfin les parties que vous souhaitez qu'ils lisent en avant. Et vous allez aussi utiliser des représentations graphiques schématiques. Donc ça, dans la structure, ça va être plutôt que de se centrer simplement sur des paragraphes de texte, de voir comment on peut travailler plus sur des schémas, des diagrammes, ce genre de choses, pour mettre en avant les informations et que ce soit plus facile à assimiler. Donc, par exemple, pour des exemples de diagrammes, on a la frise chronologique pour les faits, souvent, pour quelque chose donc de chronologique. On a le mind map qui est pas mal aussi. Après, ça peut être dans une méthodologie de travail. Je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui utilisent les mind maps. Je sais pas si c'est votre cas, mais ne serait-ce que pour débriefer avec leurs clients ou dans un cadre un peu de brouillon au début des idées et qui après le reprennent et le mettent dans le dossier. Parfois, alors pas forcément dans les conclusions, mais ça peut être aussi en annexe à envoyer juste à votre client. Mais ça a vraiment un côté visuel, une vue d'ensemble, et c'est plus pratique aussi à la fois pour remettre vos idées au clair et pour les partager à d'autres personnes. Après, vous avez d'autres exemples, organigrammes. Bon, là, c'est que des exemples comme ça parmi d'autres, mais n'hésitez pas à vous renseigner, à voir les différents types de diagrammes qui sont possibles en fonction des données que vous avez et comment mieux les mettre en avant, justement. Donc, pour reprendre sur notre exemple, là, on va partir sur le sommaire. On reprend les différentes parties avec les pages. Et pareil, un conseil, c'est de mettre les liens cliquables. C'est un petit paramètre à faire au début, mais c'est tellement valorisant quand on reçoit un document numérique de pouvoir cliquer sur la partie et aller directement dessus plutôt que de faire défiler toutes les pages pour retomber sur la bonne partie. Là, pareil, au niveau des faits. Donc, c'est une chronologie. Là, on a du mal à voir, OK, il y a combien de faits en tout, quelle partie avec quelle partie, quelles sont les dates. C'est un peu plus compliqué. On repasse sur une partie frise chronologique, point par point, fait par fait, et on met en avant. Donc là, j'ai mis en avant les dates, mais vous pouvez mettre en avant d'autres éléments, hein. C'est en fonction de ce que vous souhaitez justement transmettre comme message. Donc un exemple, quand on a les différentes parties ensemble, là, vous pouvez finir avec une petite flèche pour vraiment qu'on comprenne ce côté chronologie. Un autre exemple, c'est par ces motifs. Par ces motifs, tu me disais, donc c'est un élément qui est très important, tu disais tout à l'heure, Ganaëlle, et souvent, les magistrats commencent par lire cette partie-là, donc il faut la mettre en avant, donc un encadré de couleurs, pourquoi pas, pour vraiment bien faire ressortir l'information. Et après, pareil, chaque demande, vous faites un petit encadré pour les regrouper ensemble, pour qu'on différencie les différentes parties. Donc avec les deux éléments, ça fait ça. Et Pardon, tu avais mais une tu as question? une question? Oui, il y a une question dans le chat sur revenir sur les liens cliquables. Oui. À cette partie-là?
Alors, j'ai l'impression que le chat, moi, se met pas à jour, donc je vois pas les Ah, questions au fur et à j'essaie mesure. de suivre, on essaie de Je, suivre pour toi. je sais Est-ce pas. que la Quelle est la question, question? merci, avec plaisir. Oui, quelle est la question? C'est comment on les crée ou simplement vous vouliez revoir la slide? Les liens cliquables. Donc, c'est des liens. En fait, quand vous allez créer un sommaire, vous pouvez. Donc, déjà, vous créez vos titres. Vos titres, il faut que ce soit sur Word. Vous avez une rubrique en haut, titre, sous-titre. Je ne sais plus exactement comment c'est défini, mais je crois que c'est titre, sous-titre, paragraphe, donc corps de texte. Et il y a peut-être d'autres éléments. Et en fait, donc, quand vous allez rédiger votre document Word, vous choisissez les titres, vous choisissez cette configuration-là. Et après, quand vous insérez une table des matières, c'est automatique. Ça a déjà repris tous les éléments. Et du coup, ces liens aussi sont cliquables. Ça, c'est, je crois, à l'exportation. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce moment-là pour vérifier s'ils ne sont pas cliquables. C'est peut-être une case à cocher pour bien mettre que ce soit cliquable. Mais normalement, c'est automatique. Vous n'avez rien derrière à faire. C'est juste, au début, bien choisir les titres et faire une intégration, donc une table des matières qui se crée à partir de Word. Donc Si c'est je peux intervenir, oui, puisque j'ai quand même tapé beaucoup, beaucoup de documents. Effectivement, la table de matière, moi, un document oui, sans table de matière, non, je pars en courant. c'est ça, À c'est l'usage, important. il faut penser à la mettre à jour parce que quand on réintervient dans le document, par exemple sur la page 3, les titres qui sont postérieurs vont être décalés et il faut penser à remettre à jour sa table des matières, ça ne se fait pas automatiquement. Mais c'est une Oui, fonctionnalité de Word. En fait, ce sont des champs automatiques et c'est vrai que donc, les titres doivent être formatés, Au moment de d'une l'édition du certaine texte. façon pour Au que moment de après l'édition du texte. Ouais. il suffit de faire insérer une table de matière. Vous choisissez le nombre de niveaux que vous voulez dans votre table de matière. Est-ce que ça prend que le titre principal? Est-ce que ça prend tous les sous-titres de tous les paragraphes que vous avez insérés dans votre document? Et ça vous crée une table des matières spécifique. Et puis, les liens sont déjà cliquables. En fait, il n'y a Oui. rien de plus à faire. Je vous Et, On trouve aussi des petits tutos explicatifs. Je vous propose qu'on continue d'avancer parce qu'il y a encore pas mal de choses. On ne voulait pas faire que l'utilisation de Word, mais c'est dans Word et c'est un bel outil quand même. c'est vrai, c'est vrai. Donc pour revenir sur la partie par ces motifs, donc là, vous voyez la continuité, donc on met ça en avant. Et vous avez peut-être cliqué aussi sur la partie sommaire, il y en a peut-être qui l'ont vu, mais j'ai mis par ces motifs au début, dans la partie sommaire, parce que Ganel, on le disait au début, il commence par ses motifs, donc pourquoi pas les mettre directement au début du document, ça simplifiera les choses. Donc voilà, ça peut être dans le changement de Tu touches à une structuration, vous tradition mettez millénaire. oui, c'est sûr, mais voilà, pourquoi pas tester, voir comment ça réagit après, c'est ça, c'est vraiment ce que je dis, c'est proposer. Vous prenez, ce que vous voulez prendre, derrière vous faites ce que vous souhaitez faire, mais là, au moins, vous voyez toutes les possibilités que que vous pouvez faire derrière. Donc ça, c'est pour cette partie quand on modifie, les conclusions. Maintenant, si on s'intéresse à la page de résumé, donc là, j'ai pas repris l'exemple de Ganel en particulier. C'est un autre exemple de conclusion que j'avais déjà faite, pour, du coup, un résumé. Hem, mais on voit qu'il y a, différentes, parties donc à mettre en avant. Ici, j'ai fait un encadré sur, le contexte et les pour, les contre, les différentes parties. Aussi sur la chronologie des faits, donc au début le contexte pour présenter, après la chronologie des faits où on reprend les faits majeurs, hem, les éléments principaux et pareil dedans j'ai mis, détail, page enfin page X, voilà page 2, page 3, pour que justement si on se base sur cette conclusion, si c'est l'outil, on puisse après facilement retrouver le détail, dans le jeu de conclusion, de base. Qu'à cette partie-là. Il y a la partie de rappel des enjeux, un autre encadré que j'ai choisi de mettre en avant à cet endroit-là. Mais après, c'est vraiment en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez transmettre comme message. Vous choisissez les encadrés que vous souhaitez, avec les informations que vous souhaitez mettre en avant, et vous regroupez ça sur cette page de résumé. Pareil, avec un jeu de couleurs plus flashy, de mettre en avant les demandes ici. Et aussi d'utiliser, des illustrations à cet endroit-là pour donner un peu plus de profondeur et illustrer. Par exemple, là, j'ai voulu utiliser une illustration pour qu'on voit vraiment la différence matérielle financière et qu'on puisse retomber facilement dessus, juste en regardant l'illustration.
Donc au final, si je dois conclure un peu sur comment on fait du legal design dans le contentieux, donc je vous dirais de vraiment, voilà, identifier les besoins, les moyens, les contraintes de votre public, de vous, de vraiment, passer du temps à observer, à analyser, comment ça se passe, quels sont vraiment leurs besoins, quel outil ils utilisent et pour leur proposer une solution qui est le plus adaptée possible. Ensuite, de voir à quel niveau vous souhaitez intervenir, si vous voulez changer toute la conclusion en restant plus ou moins sobre, si vous voulez ajouter une page de résumé. Et après, ben, de proposer, de tester, de proposer cette solution, de voir les retours qu'il y a, de corriger s'il y a des choses qui sont à changer et de recommencer, donc de voir comment ça se passe, de repartir sur cette partie observation de votre document, donc comment les gens ils l'utilisent, comment ça se passe, et de rechanger, de faire évoluer votre document et de retester, etc. Donc là, c'était surtout pour la partie contentieux. Mais après, avec Ganel, on a aussi un autre webinaire de prévu l'année prochaine sur plus la partie donc relations clients, comment mieux communiquer grâce au legal design. Donc, je vous invite à suivre la page d'Applicable pour être au courant aussi des prochains webinaires. Moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et si vous avez besoin de moi, donc si vous n'avez pas forcément le temps de réaliser vos legal design, vous souhaitez déléguer, ben, justement, je peux réaliser le legal design pour vous. Mais aussi, si vous voulez faire vos legal design vous-même, j'ai sorti un livre qui s'appelle Pratiquer le legal design avec 37 outils efficaces, qui reprend justement ben, des conseils, des astuces pour pouvoir faire les vidéos. Ah bah, je vois qu'il y en a qui l'ont là. C'est Il y a ça, des fans. c'est ça. Et donc voilà, En donc vous plus, il a la avez. dédicace, je suis sûre, Jean-Marc. En plus, fan et privilégié. Et, et j'ai aussi fait enfin c'est tout nouveau, donc un nouvel accompagnement de relecture de vos legal design. Donc si vous les faites vous-même, que vous êtes bloqué à un moment ou que vous souhaitez simplement avoir mon avis, repasser dessus pour qu'on voit s'il y a des erreurs, s'il y a des points d'amélioration qui sont possibles, et ben vous m'envoyez vos documents et ensuite on fait un échange en visio de 30 à 45 minutes pour justement pouvoir parler de tout ça. Donc là, on va Merci. passer à à la partie questions. Si vous Tu avez as des des questions questions? Ouais, tu as des et, questions dans le chat. Pardon, et aussi vas-y. si vous avez des partages d'expérience pour ceux qui ont déjà fait comment dire, qui ont déjà mis en place du legal design dans le contentieux et qui veulent partager leur retour d'expérience, bah, n'hésitez pas non plus parce que des fois ça peut peut-être débloquer des idées ou inspirer d'autres collaborateurs. Donc n'hésitez pas. Et je vais essayer de réactualiser la partie Alors non, conversation. je peux te Ah, tu peux, retranscrire la super. question. Est-ce que la page de résumé peut en réalité faire 2 pages? Oui, oui, en fait, le but des résumés, c'est pas que ça soit condensé absolument à une page, ça peut faire une page, même recto verso. Après, c'est pareil, cette idée-là, il faut voir, est-ce que la page de résumé, elle va être imprimée? Parce que si elle est imprimée, c'est bien peut-être que ça reste sur un recto verso, simplement un seul document. Comme ça, on n'a pas un ensemble de documents, donc c'est bien peut-être de rester sur ce côté, un seul document, c'est imprimé. Après, si c'est numérique, ben, pourquoi pas envoyer plusieurs pages, hein, ça peut être, on envoie les conclusions d'un côté et on envoie les résumés de 2-3 pages, peut-être plus aussi à part. Donc oui, oui, Ça revient à faut ce que pas se tu disais limiter. tout à l'heure. Le legal design, c'est pas nécessairement faire plus court, ça peut être aussi Voilà, plus long, mais ça reste plus lisible parce que notamment mieux structuré. Il y c'est a une ça. question fort intéressante, plus à destination des avocats, mais tu y as sans doute déjà réfléchi. Comment concilier le secret professionnel, les exigences du secret professionnel et l'intervention d'un tiers sur les écritures, les conclusions, pardon. Euh, alors, Alors, vas-y. oui, oui, pardon. C'est, comment dire? Quand vous travaillez sur votre partie de legal design, donc là, par exemple, sur vos conclusions, en fonction de comment vous voulez amener l'information, donc vous allez bah, déjà travailler, vous, sur votre document, mettre en avant des parties qui sont différentes et préciser justement ces parties qui sont peut-être, si vous voulez, définir un peu plus des éléments
plus précis, plus délicat, ben, à ce moment-là, vous allez retravailler justement toute cette structure et tous ces documents pour mettre en avant, ces éléments de façon différente. Oui, puis je pense que ça dépend aussi du moment où on travaille avec le tiers. Oui, C'est-à-dire qu'on peut, parfaitement rédiger les conclusions en mettant monsieur X qui habite, place X, ville X, on sait faire oui, ça et travailler sur la forme du document et ensuite, lorsqu'on a une forme qui est satisfaisante, revenir simplement sur le contenu pour mettre les informations personnelles, enfin propres au dossier, de sorte que le tiers avec qui on échange sur le thème du legal design n'a pas accès aux informations, personnelles du dossier. Mais je crois que le sujet, il va se poser aussi, avec nos assistants, avec nos assistantes, si on travaille avec, oui. des freelances, c'est à nous dans nos contrats, je crois aussi avec nos prestataires, d'imposer ce respect du secret professionnel. Mais ça, vous pouvez aussi Mais c'est un proposer sujet, hein. soit un document de conclusion que vous anonymisez vous-même et que vous faites appel à ce tiers, vous dites voilà, j'ai un document, ça, vous mettez toutes les informations possibles dedans, donc tous les types comment dire, d'éléments que vous citez dans votre document, pour que la personne qui va venir retravailler le design puisse vous proposer toutes les solutions possibles pour mettre en forme ces parties-là. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remplacer, vous, après, avec vos données qui sont confidentielles. Donc, vous pouvez travailler comme ça en lui proposant un document de base. Ou alors, vous pouvez lui proposer aussi votre document en mettant des trous, en expliquant, voilà, cette partie-là, je ne sais pas trop comment la présenter. Je sais que j'ai une liste, je sais que j'ai une chronologie, je sais que je veux mettre en avant des éléments, des citations, Enfin, voilà, ne pas hésiter à échanger beaucoup, à donner des détails sur, le type de contenu, mais pas forcément le contenu, en lui-même, précisément. Mmh. Tu as une demande, de remettre, à la fiche, enfin, de partager la feuille sur la synthèse. La Oui, feuille de résumé, je pense? celle-ci? Je Votre crois assistante, quelqu'un nous dit qu'avoir signé un accord de confidentialité avec son assistante freelance, c'est effectivement, je oui, trouve c'est une aussi très bonne possible. pratique, bien sûr. Peut-être, j'ajouterais travailler avec des gens de confiance, c'est Aussi, aussi, oui. Oui, quelque c'est sûr. chose à ne pas négliger. Et il y a des échanges intéressants dans le chat et tous l'ont été, mais j'avais pas pensé à ça quand on l'a préparé. C'est effectivement de connaître les pratiques, dans la mesure du possible, des juridictions avec lesquelles on interagit, pour savoir si le magistrat imprime ou pas. S'il imprime, est-ce qu'il imprime en couleur ou pas? Ou bien si la pratique, c'est de transmettre une version papier de ses conclusions, et donc en fonction des différentes habitudes, des exigences des juridictions, eh bien d'adapter les conclusions les actes qu'on va leur proposer. Mmh, Si on tout sait que à le fait. magistrat imprime uniquement en noir et blanc, ben, il va falloir effectivement s'adapter, sur ce sujet. Tout à fait. En Là, à parlant Paris, pardon, pardon. là, à Paris, Oui, très récemment, on vient d'avoir des nouvelles demandes des magistrats qui maintenant demandent à ce qu'on envoie le dossier de plaidoirie en version électronique, donc par l'intermédiaire d'une plateforme sécurisée. Et donc, ça veut dire qu'ils vont avoir les conclusions en couleur, en PDF. Et c'est super pour nous parce que ça veut dire que justement, on va pouvoir les capter sur des documents avec les fameux liens, les fameux visuels en couleur, etc. Moi, je trouve que c'est parce que oui, on donne aussi les conclusions en papier, mais voilà, en fonction de ce que eux voudront faire, ils auront le choix entre soit la version papier si c'est plus simple pour eux, soit la version électronique. On sait que ça répond à leurs besoins de trop de paperasse et qui veulent simplifier les choses. Donc voilà, c'est aussi en évolution du côté des magistrats. donc ça, c'est le tribunal judiciaire de Paris. Toutes les chambres Ouais, sont concernées? je sais pas si toutes les chambres. Moi, j'ai reçu ça devant OK. deux chambres déjà. Quelqu'un levait la main sagement pour poser une question? Pardon, moi j'ai coupé la parole. Non, non, pas du tout, non, c'est juste pour permettre, c'est Jean-Marc? Ouais. C'est Guy, je crois, non? Moi, j'avais levé la main, oui, juste pour dire que le fait de mettre le parsémotif en début, ça peut paraître choquant parce qu'on est tellement habitué à avoir l'information importante à la fin. Je voulais juste dire que c'est une question de culture, en fait, parce que, par exemple, la procédure allemande, que je connais bien, eh bien, dans les jugements, le jugement, enfin, se trouve au début.
sur la première page. Et de la même manière, lorsque les confrères font des conclusions, ils mettent le parsémotif sur le début. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont exactement l'habitude de faire l'inverse. Et je crois qu'il faut qu'on fasse la même chose dans les consultations. Alors ça, le legal design, je l'ai beaucoup pratiqué dans les consultations. Les clients, ils veulent pas attendre la 24e page de la de la consultation. consultation pour savoir ce qu'on leur conseille. Il faut le mettre tout de suite dans la première page, avec d'ailleurs, en résumé, les éléments essentiels qui ont dicté cette solution que l'on préconise. Et puis une dernière chose, alors là, je me mets à la place de Mel, c'est surtout éviter les noms propres en majuscules, parce qu'on ne voit que ça sur un document, alors qu'il faut le mettre en minuscule. Voilà, c'est une expérience personnelle. Mais que j'ai dû corriger, mais 1 milliard de fois chez les collaborateurs, systématiquement, ils mettent des majuscules. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'étais ravie de voir mes conclusions que je trouvais pas dingues sur la forme, hein. Et de les voir revisiter, c'était hyper satisfaisant. Non, mais Et c'est je suis ça. d'accord avec vous, c'est un peu une révolution d'aller mettre le parsémotif en début. Je ne sais pas si le code de procédure impose qu'il soit à la fin, je ne connais pas Non, suffisamment bien non, pour ça. absolument pas. Mais du coup, c'est vrai qu'on réfléchit à l'envers, c'est-à-dire qu'on va regarder pour contre, même quand on lit nous les conclusions des adversaires, et en fait on commence par la fin. Quelle est la demande? C'est effectivement assez contre-intuitif, mais c'est une habitude qui est super ancrée. Donc, mais faisons bouger les lignes ensemble, bien volontiers. C'est vrai. Bah, après, par exemple, dans le milieu scientifique, souvent comment dire, les études, les documents d'études, bah, il y a un abstract au début pour reprendre les éléments importants. C'est Donc, ça. pourquoi pas retravailler un peu dans ce même système-là. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à ce côté culturel, prenez aussi en considération, si vous travaillez avec des parties à l'étranger, le fait que les couleurs aussi sont différentes en fonction de la culture et du pays. Donc là, moi, je vous ai proposé un code couleur par rapport à nous, en tant qu'occidentaux, français, la correction qu'on a. Mais dans d'autres pays, les couleurs, peuvent avoir d'autres significations. Donc voilà, vraiment tout cette partie aussi observation du Et contexte, j'avais un sujet sur l'endroit où l'information est positionnée. Est-ce que, tu sais, tout à l'heure, tu nous as montré en fonction de la taille des caractères, notre regard va suivre un parcours. Oui. Est-ce qu'il y a un parcours naturel de l'œil sur un document écrit? Alors, tu as le Est-ce qu'on parcours lit? en Z en général, donc ça pareil D'accord. occidental aussi, nous on lit de gauche à droite, donc on fait un Z, on arrive à la ligne, on repart au début. Il y a ce parcours-là. Après, pour l'information, en général, si vous voulez mettre l'information en avant, c'est bien de la mettre en haut à gauche, à peu près, pas tout coller à la marge, de laisser de l'espace, mais de la laisser en haut à gauche, parce que c'est là où on va aussi au premier temps regarder. Souvent, c'est là où il y a le titre, on commence par le début d'une page, c'est ici qu'on voit ces informations. Et aussi au centre du document, parce que naturellement, notre vision, elle est, comment dire, attirée par le centre. On utilise la vision périphérique pour voir l'ensemble du document. Donc, c'est bien aussi de mettre ces informations à ces endroits-là. Mais après, rien qu'avec le jeu de couleurs, là, par exemple, sur les résumés de conclusion, la partie en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Donc, c'est pas en haut à gauche, en bas à droite. Avec la couleur, ça appelle aussi et ça attire l'œil. Donc, au final, c'est un mix de tout ça. Enfin voilà, faut vraiment prendre dans la globalité. Vous jouez avec les couleurs pour mettre en avant. Si vous jouez pas avec les couleurs, bah, jouez avec l'espace. Pourquoi pas jouer avec les deux? Enfin voilà, à vous de voir dans la conception de votre document. Effectivement, de tester. Sauf si on écrit à des destinataires de culture musulmane, hein, parce que Oui, eux, ils c'est commencent pour ça en que je haut à droite, précisais. hein. C'est ça, c'est pour Ouais. ça que je précisais que. Ouais, Et très, très- je voulais te demander également si tu acceptais de nous dire avec quels outils tu as travaillé dans Word. Alors là, oui, bah, donc pour ton exemple de conclusion, alors pas la fiche de synthèse, mais l'autre, je vais juste revenir un Le petit peu, résumé, si je peux revenir dessus. Voilà, cette partie-là, ces conclusions-là, j'ai travaillé dans Word directement. Donc, c'est possible de faire ce type de ces effets de document couleur avec Word. aussi. Voilà, ces effets de couleurs, D'accord. ces effets de ligne, c'est peut-être un peu plus technique, ça prendra sûrement beaucoup plus de temps si vous vous en chargez vous-même. Après, moi, je peux aussi vous proposer des modèles où vous avez ce type de structure et vous avez plus qu'à remplir de votre côté, où je vous mets par exemple un modèle de frise chronologique, un modèle d'encadré pour tel type, un modèle de
ce genre de diagramme, enfin voilà, en fonction de vos besoins. Et vous avez plus ensuite qu'à reprendre ce modèle et à le remplir pour chaque partie. Ça peut être fait comme ça. Et après, la partie des résumés, j'avais utilisé là un logiciel différent de conception graphique plus professionnel. C'est Affinity, c'est l'équivalent de Adobe, Photoshop, tout ça. Mais en tout cas, ça, c'est possible de faire ce genre d'éléments dans Word. J'ai aussi travaillé avec une avocate qui voulait un document qui soit facilement modifiable, donc avoir un modèle qu'elle puisse implémenter facilement, qu'elle n'ait pas à s'embêter avec ça. Donc là, j'ai pas, vous voyez, les encadrés, ils ont des coins arrondis. C'est mieux de travailler avec des coins arrondis. On préfère les parties arrondies que les parties pointues. Et malheureusement, on ne peut pas faire ça sans utiliser des formes sur Word. Donc, j'ai dû travailler avec un système de tableau où elle n'avait plus qu'à ajouter des lignes. Et donc là, c'était aussi pratique. Donc, elle avait juste à ajouter des lignes et la mise en forme ne changeait pas. Il n'y avait rien qui bougeait. Là, avec cette mise en forme-là, ça peut bouger aussi un peu. Donc, voilà, ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire, de si vous avez... vous souhaitez prendre la main et vous avez l'habitude de jouer avec Word, avec des formes, ce genre de choses. Mais en tout cas, ça, c'est pas non plus très compliqué à faire. Et c'est vrai que déjà, là, le pour-contre présenté comme ça, c'est quand même déjà un peu plus attrayant et plus sympa de travailler dessus aussi. Oui. Et même juste un peu de couleur aussi. Rajouter un peu de couleur dans la vie des gens. Pourquoi pas à travers les conclusions. Je ne sais pas si vous aviez aussi d'autres questions ou s'il y a des gens qui utilisent déjà le legal design dans le contentieux et qui veulent partager leur expérience. Moi, je sais que c'est toujours bénéfique pour tout le monde d'avoir un retour d'expérience. Ah, je vois que Marion, tu as levé la main. Alors moi, je ne suis pas passée au legal design des conclusions en tant que telles. Pour l'instant, c'est en réflexion. Mais en revanche, je fais maintenant une synthèse de mes conclusions sous format visuel dans le cadre des plaidoiries. Parce que j'ai remarqué que j'avais un vrai temps d'avance vis-à-vis des confrères qui plaidaient de façon classique, traditionnelle, sans support. Quand je donnais un support visuel aux magistrats, j'ai remarqué que je captais beaucoup plus l'attention pendant les plaidoiries. Ils restaient plus connectés avec moi. Alors, c'est des supports qui sont assez légers, hein. Évidemment, il ne faut pas mettre trop de texte parce que s'ils lisent le texte en même temps que vous parlez, ils ne vous écoutent plus. Mais en tout cas, j'ai remarqué que ça m'aidait à créer un lien avec les magistrats et à me démarquer. Enfin voilà, tout ce que tu avais identifié au début de la présentation. Voilà, donc moi je recommande très chaleureusement cette méthode-là, qui permet, pour ceux qui sont encore un peu réfractaires, de se dire, bah voilà, j'ai mes conclusions qui restent quand même assez classiques dans la forme, mais par contre, je suis capable de les synthétiser, de faire passer les messages. En plus, les plaidoiries, c'est vraiment le moment où on doit faire ressortir les idées forces de notre dossier, donc ça s'y prête super bien. Ça nous restructure la pensée et on est capable, en travaillant sur le visuel, de travailler exactement le message qu'on veut faire passer et ce qu'on veut que le magistrat retienne à la fin de la plaidoirie. Voilà, moi je trouve que c'est hyper puissant. Ça, plus la frise chronologique, pour avoir fait une formation avec des magistrats, ils détestent les faits orientés. Ce qu'on appelle orienté, c'est-à-dire les faits où on commence un peu à prendre parti pour notre client, etc. Eux, ils voudraient que l'on ne leur mette que des faits neutres. Donc au moins, moi, je suis à l'aise dans mes faits, dans mes conclusions. Je raconte l'histoire comme je veux la raconter, avec le côté humain aussi qui est hyper important pour les clients qu'ils ont besoin de retrouver. Et par contre, le juge, s'il veut des faits objectifs, il a sa frise chronologique sur laquelle il peut s'appuyer. Voilà. L'idée, c'est d'être complémentaire. Mais ça prend du temps et effectivement, il y a une question sur la facturation. Est-ce que oui, c'est moi qui le fais toute seule. Il se trouve que, comme Ganaëlle le disait, je trouve que c'est marrant à faire. Ça change de la rédaction de conclusion sur Word qu'on vient de faire pendant 150 années. Donc, on se renouvelle un peu dans notre exercice.
Donc le côté visuel, moi je trouve que ça, moi j'utilise Canva et je suis accro-dépendante à ce logiciel maintenant, que je trouve très fun. Et donc oui, ça prend du temps, mais je suis capable de le facturer parce que j'explique aux clients que c'est un avantage pour leur dossier. Voilà. Et que moi, en tout cas, déjà, encore une fois, c'est du travail. Je passerai du temps à préparer mes plaidoiries. Je passe peut-être un peu plus de temps parce que j'ai une mise en forme visuelle derrière, mais je suis tout à fait capable de le facturer. Voilà. Oui, peut-être que si on a la volonté d'introduire de plus en plus de legal design dans son activité, il faut le prévoir, ajuster ses prix avec. Et puis, ce que tu disais pour la plaidoirie, c'est que c'est du coup un gage d'efficacité. Donc, c'est pas juste pour faire joli, c'est aussi un bonus pour le client d'être capable, en cours d'audience, de sentir que le magistrat, parce que tu sais, il est avec moi, il écoute, ça a une valeur. Moi, j'ai une cliente qui a assisté à une audience comme ça, où elle a pu voir la différence entre le confrère qui plaidait de façon traditionnelle et quand j'ai enchaîné. Donc ça, c'était super d'avoir, parce que voilà, moi, j'étais plutôt dans mes plaidoiries, mais elle, de l'extérieur, elle a pu constater que la magistrate était beaucoup plus attentive. Autant l'autre, il l'avait perdue, autant moi, elle est restée, quoi. Donc quand le client le voit, il se dit, bon, je n'ai pas payé ça pour rien. Une vraie valeur et une vraie plus-value pour son dossier. Donc, ça justifie, ça légitime une facturation à la hauteur. Et je me dis aussi que plus on le fait, plus on est rapide à le faire. Parce que Ah oui, c'est sûr. Avec Canva, les premiers, ça prend du temps. Et puis, quand on a les bonnes habitudes. Alors, si ça prend du temps de choisir entre les 12 milliards d'options que propose Canva. Ouais. Non, c'est vrai que Non, c'est mais un la frise, investissement par de... exemple, Pardon. j'ai la trame. Donc maintenant, mes frises, C'est ça, maintenant. elle a changé un peu au début et tout, mais maintenant j'ai une trame. C'est ça, en fait, il y a un investissement de temps et peut-être financier aussi au départ. Donc souvent, ça peut être un blocage parce qu'on se dit: «Ouais, mais je vais passer du temps, je vais dépenser de l'argent, pour au final juste faire plaisir, comme ça, mais il y a pas vraiment de retombées». Non, c'est un investissement au début, mais qui est sur le long terme puisque là, vous par exemple, vous allez investir du temps pour faire un modèle, de conclusion, comme on le voit à l'écran ou alors, pour faire la frise chronologique et puis, bah, ça va être un peu long au début, mais après vous allez juste reprendre ce modèle-là et vous allez replacer les éléments, enfin, par votre texte, à chaque fois en fonction de chaque dossier et vous avez à chaque fois une base, donc qui est plus agréable à lire et qui du coup influence aussi mine de rien la perception, derrière donc, du magistrat, de vos clients et c'est toujours bénéfique. Donc faut pas voir ça comme, une perte de temps et d'argent. Au contraire, c'est plus un gain de temps et d'argent puisque vous allez être plus efficace, plus, rapide. Vos clients aussi, quand ils vont avoir des conclusions qui sont plus compréhensibles et plus simples, à lire, bah, ils vont peut-être passer aussi moins de temps à vous relancer, à vous embêter, à poser des questions, à vous envoyer des mails, à pas comprendre telle partie. Donc mine de rien, vous allez gagner du temps puisque vous n'allez pas, consacrer ce temps-là à répondre aux mails, au téléphone et ce temps-là, ben, pareil, vous pouvez le facturer ailleurs ensuite. Donc, sur le long terme, vous allez dépenser du temps au début, mais après vous allez en gagner vraiment sur toute la suite. Et il y a une question, d'observation de participants sur notre praticien du legal design qui propose aussi d'articuler visuellement d'un côté l'argumentation de la partie adverse et en face, peut-être sous forme de tableau, notre argumentaire en réponse. Je trouve que c'est aussi une façon intéressante d'organiser les idées. De faire argument contre argument face à face mais ça suppose d'être bien dans le dossier, parce que sinon, ça se voit que les points faibles apparaissent bien. Je crois que les questions s'achèvent doucement. Merci infiniment, Mel. Bah, C'était merci à vous. vraiment passionnant. Super. Ça donne envie là tout de suite d'attaquer ou de se perfectionner pour ceux qui étaient déjà, j'imagine, pratiquantes convaincus. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation. Donc, prochain webinaire avec Mel en début d'année. Donc, continuez à nous suivre toutes les deux sur les réseaux sociaux. Vous aurez bien sûr les informations. Ton livre aussi, je pense qu'il est un excellent cadeau de Noël pour des confrères avocats. C'est ça, tout à fait. À offrir ou à s'offrir. Et puis, voilà, il me reste à vous souhaiter vraiment merci beaucoup de vos retours, de votre participation. C'était
plein de bonne énergie. Oui, oui, c'était vraiment un bon moment. Donc, merci à vous et merci à Ganel aussi pour cette invitation. Enfin, ça me fait super Avec plaisir de plaisir. partager ces informations avec vous et voilà, en espérant que ça vous inspire pour la suite. Avec plaisir. C'est vrai que promouvoir applicable, évidemment, il y a l'envie de proposer la solution et que les confrères s'y abonnent, de la vendre tout simplement, mais il y a aussi une envie d'insuffler quelque chose dans la pratique des Mmh. confrères et on est vraiment exactement dans cette envie-là à laquelle tu as super bien répondu. Merci Ouais, infiniment. super. Merci à toutes, à tous. Bon après-midi, à bientôt. Bon Au après-midi, revoir, au revoir. à bientôt pour un prochain Merci, au webinaire. revoir. Au revoir.